La nuit du 3 janvier 2026 aurait pu sceller le sort du Burkina Faso. En moins de 6 heures, des fonds occultes, des ordres chiffrés et des ombres armées convergeaient vers la résidence d'Ibrahim Traoré. Ce qu'il décida avant l'aube transforma un complot en révélation et une menace en serment continental. Mais qu'en serait-il si l'issue de cette nuit dépendait d'un seul homme ? Ibrahim Traoré, chef d'État déterminé, se retrouve au centre de cette tension géopolitique, avec l'avenir de tout un continent entre ses mains. Quelles sont les chances pour ce leader de maintenir son autorité ? Et comment une simple alerte pourrait-elle empêcher une catastrophe inévitable ? Le Burkina Faso se trouve à un carrefour crucial, et l'issue de la nuit du 3 janvier 2026 pourrait en déterminer la trajectoire. Ibrahim Traoré, confronté à une tentative de coup d'État, doit non seulement protéger sa vie, mais aussi garantir l'avenir du pays. Mais au-delà de la politique locale, ce qui se joue ici dépasse les frontières. Un échec de cette mission pourrait plonger le Sahel dans un chaos incontrôlable, affaiblissant l'Afrique face aux puissances extérieures. D'un autre côté, une victoire renforcerait la position du Burkina Faso sur la scène internationale, signalant une Afrique prête à se défendre elle-même. Traoré sait que chaque décision, chaque mouvement pourrait avoir des conséquences à l'échelle continentale. Pourtant, le plus grand défi ne réside pas seulement dans la protection des institutions, mais dans la préservation de l'idéal panafricain que beaucoup à travers le continent voient en lui un symbole de résistance. L'enjeu est colossal. La survie de Traoré et du Burkina Faso est intimement liée à la stabilité de toute une région. La tension monte à Ouagadougou alors que les premiers signes de la conspiration émergent. En quelques heures, la situation se transforme de rumeurs en réalité menaçant directement la vie d'Ibrahim Traoré. Le général Muhoozi Kainerugaba, basé à Kampala, prend la décision de signaler cette menace, activant un réseau de renseignements interafricains pour éviter un cataclysme. Avant l'aube, un jeu complexe d'indices, de fonds et de mouvements militaires se met en place, tandis que la résidence d'Ibrahim Traoré devient la cible d'un double assaut coordonné. À l'origine, tout semble banal. Des transferts d'argent suspects, des visites diplomatiques précipitées et une série de retraites bancaires. Mais pour les analystes, un motif plus sinistre émerge. 70 millions de francs CFA sont transférés depuis Abidjan vers des comptes fantômes liés à d'anciens officiers du Burkina Faso. En parallèle, des réunions secrètes entre des militaires se déroulent près de la frontière ghanéenne. Les services de renseignement du Burkina Faso, alertés par ces anomalies, commencent à reconstituer le puzzle. Les indices, d'abord isolés, se lient maintenant de façon évidente. Le plan des conspirateurs était clair. Frapper simultanément la résidence présidentielle et les bases de drones pour paralyser le pays avant même qu'une alerte ne puisse être donnée. Mais en décryptant les signaux, Muhoozi et ses collègues comprennent qu'une menace bien plus grave que ce qu'ils imaginaient est en marche. L'objectif n'est pas seulement de renverser un leader, mais de déstabiliser toute une région. La réaction ne tarde pas. En quelques heures, des contre-mesures sont mises en place. Des snipers se positionnent sur les toits, des véhicules blindés prennent position en ville et des forces spéciales prennent des mesures préventives. Le Burkina Faso se prépare à résister. Le matin du 3 janvier, Ibrahim Traoré, immobile dans son bureau, écoute les rapports des services de renseignement. Le silence dans la pièce est lourd, chaque détail compte. La situation est tendue, mais Traoré, implacable, donne des instructions fermes. « Agissons sans bruit », dit-il calmement. Ces mots marquent le début de la riposte. Tandis que les conspirateurs s'organisent dans l'ombre, le leader burkinabé passe à l'action en toute discrétion. Des équipes de surveillance sont renforcées et les patrouilles modifient leur trajectoire. Traoré est bien plus qu'un chef d'État ici. Il incarne la résistance silencieuse d'un peuple prêt à défendre son avenir, même au péril de sa vie. Muhoozi Kainerugaba, depuis Kampala, continue de superviser les opérations depuis la distance, mais son rôle crucial est clair. Il est le fil conducteur de cette coopération interafricaine qui pourrait être la clé de la survie de Traoré et du Burkina Faso. Alors que la situation se resserre autour de la résidence présidentielle, un simple geste de Muhoozi, une simple alerte, pourrait décider de l'issue du conflit. Cette collaboration sans précédent entre les forces burkinabées et ougandaises est la preuve qu'une Afrique unie, sans intervention étrangère,
peut réellement protéger ses propres intérêts. La tension est palpable, chaque seconde compte. Mais pour Ibrahim Traoré, ce n'est pas qu'une question de politique, c'est une question de principe. Il ne laissera pas le Burkina Faso sombrer dans le chaos. À 22h30, le plan des conspirateurs commence à prendre forme. Les communications entre leurs unités deviennent plus fréquentes, mais aussi plus confuses. Un groupe se rapproche de la résidence présidentielle, tandis qu'un autre se dirige vers la base des drones, leur objectif étant clair, paralyser le pays en un instant. Les services de renseignement burkinabés, cependant, avaient déjà pris une longueur d'avance. Des agents infiltrés avaient suivi les mouvements des conspirateurs et les informations circulant sous des couvertures diplomatiques avaient alerté les autorités. Ibrahim Traoré, qui reste imperturbable dans la tourmente, a ordonné des changements tactiques subtils mais décisifs. Dès l'instant où les troupes loyalistes prirent position, les assaillants se trouvèrent dans une situation difficile. Ils s'étaient imaginé un accès facile à leur cible, mais au lieu de cela, ils étaient encerclés et isolés, pris au piège par des forces invisibles mais redoutables. Alors que la première unité d'assaut tente de s'approcher du palais, elle se fait intercepter par une unité de sécurité qui avait été discrètement placée en surveillance dès l'après-midi. La deuxième unité, tentant de saboter la base de drones, fait face à une résistance tout aussi ferme. La situation devient de plus en plus désastreuse pour les conspirateurs. Les communications sont coupées, les agents sont capturés un par un, et le chaos qu'ils avaient prévu de semer tourne en leur défaveur. À 23h05, la dernière tentative de pénétrer le palais échoue, et les forces loyalistes prennent le contrôle total. La résistance des conspirateurs s'effondre en quelques minutes. Les arrestations commencent, méthodiques, précises. Parmi les capturés figurent plusieurs anciens officiers du Burkina Faso et des intermédiaires liés à des comptes offshore. Le coup d'État a échoué avant même de se produire. Les nouvelles de l'échec du coup d'État se répandent rapidement dans la capitale, et bien que la population soit encore sous le choc, un sentiment de soulagement envahit les rues. Ibrahim Traoré, bien que satisfait de l'issue, reste conscient que ce n'était qu'un avertissement. Le Burkina Faso, pour le moment, a évité une catastrophe, mais l'histoire est loin d'être terminée. Le danger plane encore, et d'autres forces, internes ou externes, pourraient surgir à tout moment. À Kampala, Muhoozi Kainerugaba suit l'évolution de la situation avec une concentration de fer. L'opération a été un succès, mais il sait que ce n'est qu'un premier pas. Il avait anticipé la menace, mais cette victoire marquait aussi un tournant dans les relations interafricaines. L'Afrique, en particulier le Burkina Faso et ses alliés comme l'Ouganda, avaient prouvé qu'elle pouvait se protéger sans l'aide de puissances étrangères. Un test de solidarité qui portera des fruits à long terme. Les services burkinabés, après avoir neutralisé les conspirateurs, se lancent dans une analyse détaillée des éléments récupérés sur les lieux. En examinant les fonds suspects, ils découvrent que 70 millions de francs CFA ont été transférés depuis Abidjan vers des comptes fantômes, des mouvements financiers considérés comme trop insignifiants pour attirer l'attention à première vue. Pourtant, en réévaluant la situation, il devient évident que ces sommes avaient été destinées à corrompre certains hauts responsables militaires, afin d'assurer la réussite de l'opération. Les analystes des services de renseignement pointent du doigt les failles dans le système bancaire, permettant à ces fonds de transiter sans éveiller de soupçons. De plus, les communications interceptées révèlent des discussions entre les conspirateurs de plus en plus pressées à mesure que l'horloge avançait vers 23h. Un mot-clé revient sans cesse dans leurs échanges. Neutralisation. Il ne s'agit pas simplement d'un complot militaire pour renverser Ibrahim Traoré, mais d'une tentative calculée et coordonnée de déstabiliser toute la région. Ces indices sont cruciaux pour comprendre l'ampleur de la menace. Les forces extérieures semblent vouloir fragmenter l'unité du Burkina Faso pour affaiblir davantage la région du Sahel, déjà fragilisée par les conflits et l'instabilité. Les équipes de renseignement découvrent également que des réunions secrètes ont eu lieu entre novembre et décembre 2025 dans 4 pays, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo et le Burkina Faso. Chaque rencontre a duré moins d'1 heure et s'est conclue par un code spécifique qui a été décodé après coup. Ces réunions ont échappé à la surveillance de nombreux pays,
Mais grâce à une coopération inédite entre le Burkina Faso et ses alliés, ces informations ont été recueillies avant qu'elles ne puissent être exploitées. L'enquête continue de révéler des liens cachés entre des acteurs régionaux et des intérêts étrangers, rendant l'analyse de ces données d'autant plus cruciale. Enfin, les services techniques détectent des transactions en cryptoactifs liées à des adresses déjà connues dans d'autres affaires de mercenariat et d'ingérence extérieure. Ces transactions étaient d'une importance capitale, car elles apportent la preuve que la tentative de coup d'État ne faisait pas partie d'un incident isolé, mais s'inscrivait dans un schéma bien plus large de déstabilisation régionale. L'ensemble des éléments collectés démontre une intention coordonnée d'entraver les processus de paix et de gouvernance dans cette partie de l'Afrique. Ces découvertes mettent en lumière l'ingéniosité des réseaux d'influence extérieure qui, dissimulés derrière des financements obscurs et des connexions numériques, tentent de manipuler le destin des nations africaines. Le Burkina Faso, bien que parvenu à contrer cette menace immédiate, doit désormais se préparer à un environnement où l'ingérence étrangère prendra d'autres formes, peut-être plus subtiles, mais non moins menaçantes. La tentative de coup d'État du 3 janvier 2026 a révélé deux visions opposées du rôle de l'Afrique sur la scène mondiale. L'une défendant l'indépendance et la souveraineté contre l'ingérence extérieure, l'autre, plus pragmatique, suggérant que la coopération avec les puissances étrangères est inévitable pour maintenir la stabilité. Les partisans de la première position soutiennent que les pays africains doivent prendre en main leur propre destin à l'image de ce qui s'est produit au Burkina Faso. Selon eux, le succès de l'opération ne réside pas seulement dans la neutralisation du complot, mais dans le fait qu'il a été mené par des acteurs africains, sans la participation directe d'entités étrangères. Cela démontre que l'Afrique peut se défendre elle-même, sans l'aide de puissances extérieures qui ont souvent des intérêts cachés dans la région. D'un autre côté, les opposants à cette vision affirment que l'Afrique, malgré les progrès réalisés dans la coopération interafricaine, demeure vulnérable face aux menaces mondiales. Pour eux, la collaboration avec des puissances extérieures reste essentielle pour contenir les menaces géopolitiques et économiques qui pèsent sur le continent. Le Burkina Faso, bien qu'ayant évité un désastre immédiat, doit encore faire face à l'isolement diplomatique et à l'incertitude économique. Dans un monde où les ressources sont limitées, les nations africaines devront peut-être accepter des partenariats avec des puissances mondiales pour garantir leur survie à long terme. Après tout, l'expérience a montré que la solitude sur la scène internationale peut conduire à des conséquences fatales. Le défi réside dans la capacité du Burkina Faso à naviguer entre ces deux visions opposées et à déterminer comment préserver son indépendance tout en établissant des relations stratégiques avec les puissances mondiales. La solidarité interafricaine est certes cruciale, mais les réalités géopolitiques mondiales ne peuvent être ignorées. La question se pose, jusqu'à quel point l'Afrique peut-elle se permettre de se couper de l'influence extérieure tout en espérant assurer sa sécurité et son développement? Le basculement de l'histoire se produit avec une révélation qui change tout. Une simple phrase dans un rapport secret en provenance de Kampala réveille un aspect fondamental de la réalité. La véritable guerre de l'Afrique n'est pas seulement militaire, elle est d'abord idéologique. Ibrahim Traoré, en réussissant à repousser le coup d'État, a non seulement préservé son pouvoir, mais a aussi renforcé la vision panafricaine d'un continent capable de se défendre sans dépendre des puissances extérieures. Mais à quel prix ? Alors que l'Afrique fait face à une montée de l'ingérence étrangère, la victoire du 3 janvier marque un tournant dans la manière dont les nations africaines percevront leur souveraineté. À ce moment crucial, la solidarité régionale, incarnée par l'intervention discrète de Muhoozi Kainerugaba, révèle sa vraie portée. Ce n'est pas simplement un acte de soutien militaire, mais un acte symbolique de résistance partagée. L'Afrique commence à se voir sous un nouveau jour, non plus comme un continent fragmenté, mais comme un acteur unifié dans un monde globalisé. La question se pose alors, cette victoire sera-t-elle suffisante pour galvaniser l'ensemble du continent à lutter pour sa souveraineté? Ou sera-t-elle simplement perçue comme une exception, un moment isolé dans une histoire de dépendance continue?
La nuit du 3 janvier 2026 n'a pas seulement marqué un tournant pour le Burkina Faso, mais aussi pour toute la région du Sahel. En parvenant à repousser le coup d'État, Ibrahim Traoré a non seulement consolidé son pouvoir, mais il a aussi démontré que l'Afrique pouvait résister sans l'aide d'acteurs extérieurs. Toutefois, les répercussions de cet événement ne se limitent pas à des considérations politiques internes. Elles s'étendent bien au-delà, affectant les relations diplomatiques, les économies locales et l'équilibre géopolitique de la région. Au Burkina Faso, la population exprime un soulagement palpable, mais aussi une prise de conscience nouvelle. Les citoyens, bien qu'ayant vécu sous la menace immédiate du chaos, se sentent plus unis que jamais dans leur soutien à leur gouvernement. Cependant, une partie de la société demeure sceptique, craignant que les cicatrices de cette nuit ne laissent place à une autre forme de gouvernance plus autoritaire. Mais pour l'instant, la priorité est la stabilité. Et la coopération interafricaine est désormais vue comme un pilier sur lequel le pays peut s'appuyer pour garantir sa sécurité. À l'échelle régionale, l'impact est immédiat. L'Union africaine, UA, se félicite de la réussite de cette opération, soulignant l'importance d'une Afrique autonome et unie face aux menaces communes. D'autres nations du Sahel, comme le Niger et le Mali, prennent exemple sur la réaction rapide et coordonnée entre le Burkina Faso et l'Ouganda. Ces pays, jadis divisés par des rivalités internes et externes, commencent à renforcer leurs liens militaires et diplomatiques. Les leçons tirées de cet événement incitent plusieurs gouvernements à revoir leur stratégie de défense et de sécurité, mettant l'accent sur la coopération régionale pour éviter de nouvelles tentatives de déstabilisation. Cependant, il y a des conséquences moins visibles, mais tout aussi importantes. Sur le plan économique, la stabilité retrouvée inspire une confiance prudente. Bien que les marchés locaux connaissent un léger rebond, les investisseurs étrangers restent hésitants, craignant que d'autres événements similaires ne se produisent. La communauté internationale observe attentivement l'évolution de la situation, et plusieurs pays, en particulier ceux ayant des intérêts dans la région, suspendent leurs partenariats économiques avec le Burkina Faso. Cela pourrait créer une période de tension économique où le pays devra naviguer avec soin pour maintenir un équilibre entre indépendance et développement économique. Sur le plan sécuritaire, bien que la menace immédiate ait été éliminée, de nombreuses questions demeurent. Les services de renseignement burkinabés ont mis en place un système de surveillance renforcé, mais des voix internes s'élèvent pour demander une réforme plus profonde des forces de sécurité, afin de rendre ces institutions plus transparentes et moins vulnérables à la corruption. La création d'une cellule de contre-ingérence, supervisée directement par Ibrahim Traoré, est un premier pas dans cette direction. En fin de compte, les conséquences du 3 janvier 2026 ne se mesurent pas seulement en termes de sécurité, mais en termes de conscience collective. Le Burkina Faso, et plus largement l'Afrique, commencent à réaliser que leur avenir ne dépend pas uniquement de leur relation avec l'extérieur, mais aussi de leur capacité à se protéger et à s'unir face aux défis internes et externes. Cette victoire est un point de départ, un symbole de ce que pourrait être un avenir plus autonome pour le continent. Dans les mois qui suivront la tentative de coup d'État, 3 scénarios principaux peuvent se dessiner pour le Burkina Faso et la région du Sahel. Le premier, et probablement le plus optimiste, serait celui où la stabilité s'enracine lentement, mais sûrement. Ibrahim Traoré, ayant consolidé son pouvoir, mettrait en place une série de réformes internes visant à renforcer la sécurité et à relancer l'économie. Les forces de sécurité, réorganisées et plus professionnelles, travailleraient de concert avec les pays voisins pour garantir une défense commune contre toute nouvelle tentative de déstabilisation. En parallèle, les institutions régionales telles que l'Union africaine, UA, renforceraient leur rôle de médiateur et de facilitateur dans les conflits, assurant ainsi une coopération régionale plus fluide. Dans ce scénario, le Burkina Faso pourrait devenir un modèle de souveraineté africaine, démontrant qu'un pays du Sahel peut se défendre efficacement sans dépendre d'interventions extérieures. Les investissements économiques commenceraient à affluer, stimulés par la stabilité retrouvée et la nouvelle dynamique de coopération régionale. L'UA, appuyée par des partenaires africains tels que le Niger et le Mali, pourrait mener des initiatives de développement économique et de sécurité commune
accélérant ainsi le processus d'intégration du Sahel dans une dynamique plus solidaire. Cependant, un autre scénario moins favorable pourrait se produire. Si la situation interne au Burkina Faso ne se stabilise pas rapidement, une prolongation de l'instabilité politique et économique pourrait mettre en péril les efforts de consolidation du pouvoir. Les tensions internes, alimentées par des divisions au sein des forces politiques et de sécurité, pourraient entraîner une crise prolongée. Dans ce contexte, la coopération régionale, bien que précieuse, ne suffirait peut-être pas à compenser les tensions internes et l'incertitude politique. Les puissances extérieures, dans ce cas, pourraient reprendre leur rôle d'intervention, mais avec une approche plus discrète et indirecte, influençant les décisions politiques du pays à travers des pressions économiques et diplomatiques. Enfin, le pire scénario envisage la résurgence d'une insurrection armée à la faveur de la confusion politique ou d'une division au sein de l'armée. Si les autorités burkinabées échouaient à rétablir un contrôle total sur leur territoire, des groupes armés, qu'ils soient internes ou soutenus de l'extérieur, pourraient profiter du vide sécuritaire pour lancer de nouvelles offensives. Ce scénario signifierait non seulement un échec pour le Burkina Faso, mais aussi un recul dramatique pour la région du Sahel, qui serait alors confrontée à une nouvelle escalade de violence. Dans tous les cas, l'avenir du Burkina Faso dépendra en grande partie de la capacité de son gouvernement à répondre efficacement aux défis internes, tout en cultivant une coopération régionale solide. L'indépendance et la souveraineté, bien qu'indispensables, ne pourront être atteintes que si les pays africains, y compris le Burkina Faso, savent trouver un équilibre entre autonomie et collaboration stratégique avec leurs voisins. À l'échelle humaine, l'écho de la victoire du 3 janvier 2026 dépasse les frontières du Burkina Faso. Ce n'est pas simplement une victoire militaire, mais une démonstration de ce qu'un peuple, uni et résolu, peut accomplir face à l'adversité. Le Burkina Faso, à travers la figure d'Ibrahim Traoré, a donné au monde un exemple frappant de résilience et d'autodétermination. Mais au-delà des grandes manœuvres politiques et militaires, c'est la réaction du peuple qui marquera le plus cette page de l'histoire. Les habitants de Ouagadougou, en particulier, ont vécu cette nuit comme une épreuve collective. Leurs rues, normalement vibrantes d'activité, étaient étrangement silencieuses avant l'aube. Et lorsque la nouvelle du succès de l'opération se répandit, il ne s'agissait pas seulement d'un soulagement, il y avait aussi un sentiment de fierté nationale. Les citoyens, qui ont souvent été pris entre la violence des groupes armés et les ingérences extérieures, ont désormais une conviction partagée: la souveraineté, bien que fragile, peut être protégée si le peuple est uni. Cela résonne particulièrement pour les jeunes générations. Pour eux, Ibrahim Traoré devient un symbole d'un autre avenir pour l'Afrique, un avenir où les décisions ne sont pas dictées de l'extérieur. À travers cette victoire, le Burkina Faso envoie un message fort à la jeunesse du continent. L'Afrique n'est pas condamnée à la passivité. Ils n'ont pas juste assisté à un changement de régime, mais à un moment où l'Afrique a pris en main son destin. Pour les autres pays du Sahel, cette expérience devient un appel à l'action. La victoire du Burkina Faso est un encouragement, non seulement à résister face aux défis internes, mais aussi à renforcer les liens régionaux pour que la solidarité devienne une norme et non une exception. Cette victoire est le fruit d'une coopération tacite entre les nations africaines et un modèle à suivre pour les autres. Après le succès du 3 janvier 2026, il est impératif que le Burkina Faso et la région du Sahel prennent des mesures concrètes pour consolider cette victoire et renforcer leur indépendance face aux menaces futures. Ibrahim Traoré et ses alliés doivent maintenant élaborer un plan en plusieurs étapes, visant à garantir la sécurité nationale et la stabilité régionale tout en favorisant un développement économique durable. La première étape cruciale est la réforme des institutions de sécurité. La création d'une cellule de contre-ingérence supervisée directement par le gouvernement burkinabé est un pas dans la bonne direction. Cette cellule doit se concentrer sur la surveillance des activités suspectes au sein des forces armées, mais aussi dans les sphères politiques et économiques. Cela permettrait d'identifier et d'éradiquer toute tentative de manipulation interne avant qu'elle ne puisse nuire à la stabilité du pays. La deuxième étape serait de renforcer la coopération interafricaine.
Le succès de l'opération a mis en lumière l'importance d'unité régionale dans la lutte contre les menaces extérieures. Le Burkina Faso pourrait jouer un rôle clé dans la mise en place d'un système d'alerte précoce entre les nations du Sahel en collaboration avec le Niger, le Mali et d'autres pays voisins. Cette coopération, si elle est bien établie, pourrait devenir un modèle pour d'autres régions du continent. Troisièmement, le Burkina Faso devrait investir dans la résilience économique, en rétablissant la confiance des investisseurs, tout en veillant à l'autosuffisance du pays. Il pourra réduire sa dépendance aux puissances extérieures. La mise en place de projets d'infrastructures, la diversification de l'économie et la promotion de l'agriculture et de l'industrie locale devront être au cœur de la stratégie de développement. Enfin, une plus grande transparence dans la gestion des ressources publiques sera nécessaire. Le pays doit mettre en œuvre des réformes pour assurer une gestion efficace de ses finances, tout en garantissant que les fonds publics ne soient pas détournés à des fins personnelles ou politiques. Cela renforcerait la confiance de la population dans ses institutions et dans la gouvernance. Ces étapes constitueront le fondement d'une transition vers un Burkina Faso plus stable et plus indépendant, et un modèle pour d'autres pays du continent. Ibrahim Traoré, debout dans la cour du palais, observe les premières lueurs du jour après la nuit la plus longue de sa vie. Autour de lui, les rues de Ouagadougou commencent lentement à retrouver leur calme, mais une tension palpable persiste. « Ils reviendront », murmure-t-il avec une sérénité glaciale, « mais nous serons prêts ». Ces mots, prononcés dans le silence de l'aube, sont une promesse et un avertissement. Le Burkina Faso, un pays longtemps pris entre les feux des rébellions internes et des ingérences extérieures, a montré qu'il pouvait tenir bon face au vent du changement. Cette nuit n'a pas seulement marqué un tournant pour le pays, mais pour tout un continent, qui, sous les yeux du monde, a vu sa souveraineté redéfinie. Le regard d'Ibrahim Traoré fixe l'horizon. Un horizon où se dessinent des possibilités, mais aussi des défis à venir. Le Burkina Faso, grâce à cette victoire discrète, se trouve à un carrefour crucial. Le chemin vers l'autosuffisance et la stabilité est encore semé d'embûches, mais l'Afrique, comme Traoré l'a démontré, peut résister et se protéger. Cette victoire n'est pas seulement une leçon pour le Burkina Faso, mais un appel à chaque nation africaine. La souveraineté ne se conquiert pas uniquement sur le champ de bataille, mais dans la solidarité et la vigilance collective. Le destin de l'Afrique est désormais entre ses propres mains. La nuit du 3 janvier 2026 est désormais gravée dans l'histoire du Burkina Faso, mais aussi dans celle de l'Afrique tout entière. Une promesse silencieuse a été faite cette nuit-là, celle de la souveraineté retrouvée et de la solidarité entre nations africaines. Cependant, cette victoire n'est pas la fin, mais un début. Le défi pour Ibrahim Traoré, pour le Burkina Faso et pour l'Afrique est de pérenniser cet acquis et d'en faire un modèle à suivre. À l'échelle régionale, des initiatives comme celle de l'Union africaine, soutenant la coopération interafricaine, doivent être renforcées. Ce n'est qu'en agissant collectivement que l'Afrique pourra se garantir un avenir autonome, loin des influences extérieures. Le chemin est semé d'obstacles, mais chaque victoire, même discrète, est une étape vers un continent plus uni et plus résilient. Cette histoire n'est pas seulement celle d'un homme ou d'un pays, mais celle d'une Afrique qui se dresse avec courage. Le monde regarde et l'Afrique doit prouver qu'elle peut non seulement survivre, mais prospérer dans sa propre souveraineté. Êtes-vous prêt à suivre cette voie? Man zegt,